Cet après-midi, je vais vous parler d'une application et donc d'un outil qui a été développé par Michel Laurent. Donc, Michel Laurent est ingénieur polytechnicien, ingénieur de gestion de la faculté polytechnique de Mons. Et nous avons fait connaissance et commencé à faire tenter il y a environ 3 ans maintenant, à l'occasion de la réalisation d'un premier outil qui s'inscrit déjà dans le champ de la mémoire et du transgénérationnel, puisque vous l'avez compris, c'est un champ qui me passionne. Je dois aujourd'hui replacer l'historique de l'outil Commemoria, donc récit de vie et mémoire partagée, sur une ligne du temps, afin que vous puissiez comprendre que ça n'est pas tombé du ciel et que c'est le fruit d'une réflexion qui est assez longue. En 2010, pour des raisons pragmatiques, j'ai créé l'InSPEREL Génerscience. Non pas que je me sentais l'âme d'un chef d'entreprise, mais tout simplement parce que lorsque l'on développe des outils de cette dimension, ça a un coût et ça demande des stratégies financières qui ne sont pas celles d'un psy, mais plutôt d'un chef d'entreprise. Donc, je vais vous raconter un peu cette histoire. Le projet dont nous allons vous parler aujourd'hui, je crois qu'on peut dire qu'il s'est initié en 2003. En 2003, j'ai commencé, en 2001 plus exactement, j'ai commencé à prendre contact avec le transgénérationnel, donc à l'occasion d'une intuition, c'est-à-dire que, ayant découvert l'informatique et ayant toujours été passionné par la photographie, je me suis rendu compte en ayant scanné des images de famille, alors que j'avais fait un travail psychanalytique déjà très très long, que le vis-à-vis avec la photo de mes ancêtres me procurait un effet tout à fait curieux. Et donc de façon très très intuitive, c'est comme ça que j'ai découvert le transgénérationnel et l'impact de la transmission de ces images de génération en génération. J'ai donc imaginé un premier outil qui pouvait être mis au service des professionnels comme des privés. Et donc j'ai souhaité conserver la paternité de cet outil en déposant un copyright sur une première maquette logicielle en 2013. Et donc la région wallonne m'a proposé à l'époque d'aller présenter ce travail au salon Eureka 2003 à Bruxelles, salon à l'issue duquel j'ai obtenu une médaille d'argent du salon et le prix spécial de la Chambre belge des inventeurs. Alors je ne vous dis pas ça pour des raisons narcissiques, parce que très sincèrement, au risque d'être trivial, je n'en ai rien à foutre. Mais ça m'a permis d'avoir un premier label qui m'a permis ensuite d'obtenir des aides qui ont été très très importantes vu l'ampleur du projet. Ce projet étant donc de développer un premier logiciel spécifique de psychogénéalogie. J'ai donc obtenu une bourse de préactivité de la région wallonne et comme je suis un ancien de l'ULB, j'ai pu obtenir ce qu'on appelle un coaching business de la part de Solvay Entrepreneur. C'est ensuite que la faculté polytechnique, puisque j'étais ici sur mon territoire à Mons, est entrée dans la danse et que j'ai pu obtenir de cette faculté que les étudiants soient mis, et ça n'est pas péjoratif, à ma disposition pour des travaux de fin d'études afin de faire tout le travail exploratoire qui était nécessaire à cette création du logiciel de psychogénéalogie. J'étais aussi aidé par le Beta Group. Alors le Beta Group, c'est un ensemble de jeunes start-up qui poussent des projets comme ceux que je porte. Et donc en 2010, j'ai presque été obligé de créer cette société, je vous l'ai dit, pour des raisons pragmatiques. C'est à ce moment-là que j'ai rencontré Michel Laurent et que de façon concomitante, à la suite de nombreuses conversations avec Vincent Dufoin, et le fait d'avoir constaté tous ces points de souffrance dont je vous ai parlé ce matin, que nous avons décidé de réfléchir à l'élaboration à la fois de protocoles, mais aussi d'un outil qui pourrait servir ces protocoles afin de répondre à ces points de souffrance que nous avions soulignés. 2011, je présente le projet Commemoria au Microsoft Innovation Center de Mons. À l'issue de cette présentation dans le cadre d'une journée sur l'innovation, le projet était doté d'un prix qui m'a permis aussi d'avancer.
Voilà, 2012-2013, ça a surtout été une période de développement. Et nous voici aujourd'hui, donc le 26 mars 2013, avec une présentation donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de ce qu'on peut qualifier, Michel, je pense, d'un MVP, c'est-à-dire que le produit n'est pas encore complètement opérationnel. D'après ce que Michel m'a dit ce matin, il le sera au maximum d'ici 3 mois. On pourra travailler avec. Et en tout cas, je le souhaite. Donc, Géniasens, la SPRL Géniasens, c'est 3 projets qui sont complémentaires et cohérents dans le champ de la transmission inter- et transgénérationnelle de la mémoire et de la commémoration. Alors, un premier outil qui a été développé par Michel Laurent, c'est un site sur lequel vous pouvez aller, qui s'appelle Géniasens, et qui est en fait un wiki. C'est l'équivalent de Wikipédia, mais tout à fait spécifique au champ de la psychogénéalogie et de la psychanalyse transgénérationnelle. C'est un outil sur lequel vous trouvez gratuitement de l'information de très très bonne qualité, pour la bonne raison que des auteurs, qui sont des auteurs reconnus, participent à l'alimentation de ce site. Donc vous y trouvez un dictionnaire, vous y trouvez des questions et des hypothèses, vous y trouvez des références bibliographiques et des outils de recherche généalogique. Alors Michel et moi, nous sommes particulièrement contents parce que Géniasens existe dans sa version non bêta, je dirais, depuis 2 ans. Et cette semaine, il y a eu un article dans le Vif Express sur les fantômes familiaux et sur la psychanalyse transgénérationnelle, sur le dernier bouquin de Bruno Clavier, qui s'appelle Les fantômes familiaux. Et pour la Belgique, c'est Géniasens qui a été repris dans le Vif Express comme étant le site de référence en matière de psychanalyse. Donc c'est un succès pour nous, pour ce premier outil. Le projet initial pour moi, c'était donc de développer un outil spécifique de psychogénéalogie, et l'idée principale était de transformer les arbres généalogiques informatiques qui présentent généralement la famille sous forme d'arborescence. C'était de faire basculer l'arbre à 90 degrés afin que la vie de nos ancêtres, et c'est là que nous allons arriver évidemment au projet Commémoria, se représente sous forme de ligne du temps biographique, ce qui permet une toute autre lecture et une toute autre lisibilité des informations. Et donc voici l'image du site que vous allez pouvoir très très bientôt découvrir, donc qui est le site Commémoria, qui vous permettra donc d'avoir accès à l'application que dont Michel Laurent va vous faire bientôt la démonstration, en tout cas dans la phase de développement auquel il se trouve. Donc ces 3 outils sont synergiques, c'est-à-dire que l'outil Géniasens est un outil de contenu théorique qui va alimenter le logiciel de psychogénéalogie. Et comme vous l'avez compris que cette théorie de la psychogénéalogie et que l'outil Absistant est réalisé sous forme de ligne du temps, il va entrer en cohérence avec la ligne du temps que nous allons utiliser dans le cadre de l'accompagnement de la fin de vie, des funérailles et du deuil. Donc voilà la boucle qui est bouclée avec ces 3 outils. Alors, donc, je vous rappelle que tout à l'heure, et je suis très content de ce qui s'est dit ce matin, parce que j'ai pris une petite note là en écoutant tous les intervenants, et je me suis dit, mais tout compte fait, cette matinée, alors que nous y avions déjà beaucoup réfléchi avec Vincent et les autres amis de Picardie laïque, c'est que tout compte fait, aujourd'hui, ça va nous permettre de mesurer, à l'aune du débat qui s'est tenu ce matin, le degré de cohérence de l'outil Commémoria avec ce qui s'est dit. Est-ce que nous sommes en quelque sorte avec ce projet dans le cadre éthique qui vient de se fixer, dans le cadre symbolique? Est-ce que ça répond à l'expérience de Virginie, par exemple, en matière de photographie, ou aux expériences des personnes, parce que vous êtes invité évidemment à participer à cette réflexion par la suite. Donc je vous rappelle que nous avons considéré que nous ne pouvions pas dissocier les phases de la fin de vie et qu'il fallait les inscrire dans un continuum. C'est-à-dire prendre en considération à la fois la fin de vie, mais aussi le rituel funéraire, le processus du deuil et sa clôture. Et donc l'idée qui nous est venue à la suite de tout ce travail d'élaboration sur le logiciel de psychogénéalogie, c'est que nous pourrions utiliser une ligne du temps biographique multimédia, qui permettrait de raconter l'histoire d'un personnage, comme c'est le cas ici dans l'illustration, évidemment, qui est réduite à sa plus simple expression, qui est en fait mon grand-père maternel, Jules Boson, à 4 stades de son existence.
Cette ligne du temps, on s'est dit aussi qu'elle devait être collaborative. Et c'est là que nous entrons dans le concept des mémoires partagées. Lorsqu'une personne décède, au moment des protocoles funéraires, somme toute, c'est un moment tout à fait idéal, et c'est peut-être le dernier moment où toutes les personnes qui ont connu ce défunt vont se réunir. Et chacune de ces personnes détient une part de souvenir qui est tout à fait particulière sur cette personne. Et donc notre idée, dans cette réflexion sur l'élaboration, ce dont nous avons parlé ce matin, dans le processus de deuil, c'est de se dire que tout compte fait, faire un don à la famille d'une part de cette mémoire serait une chose absolument fantastique, et que la technologie est parfois une mauvaise chose, mais ça peut aussi parfois être une très bonne chose, et que le web, qui entre maintenant dans nos habitudes, pouvait être un outil de collecte d'informations absolument fabuleux et de partage d'informations, de partage de mémoire au départ d'une cérémonie qui pourrait prendre sens au moment des funérailles. Et donc, la ligne du temps dont nous allons faire une petite démonstration par la suite, qu'est-ce qu'elle permet de faire? Tout d'abord, c'est de collecter et de partager un ensemble de souvenirs. Parfois, nous sommes les seuls à posséder un document, une photo sur une personne. Avec les outils web et leur facilité maintenant, on peut très bien scanner une photo dont nous sommes l'unique détenteur et donner ce cadeau à la famille. Cette photo, elle va pouvoir se pérenniser, elle va pouvoir se transmettre par la suite. L'idée d'utiliser une ligne du temps chronologique et des outils qui soient faciles à mettre en œuvre justement pour chronologiser, ça va permettre de trier et d'organiser très facilement l'information. En l'occurrence, imaginons que je sois ce qu'on a appelé le family master, la personne qui est chargée de récolter l'information pour un défunt de ma famille. Dès que je reçois une information, peu importe que ce soit disparate dans le temps, à l'aide d'un outil logique de classification temporelle, l'information va immédiatement trouver sa bonne place sur la ligne du temps. Je vous ai parlé donc de la sauvegarde et de la pérennisation. Autre idée que vous ne verrez pas dans la démo aujourd'hui, mais qui est essentielle parce que c'est celle-là qui touche au logiciel de psychogénéalogie, c'est que nous allons pouvoir contextualiser la ligne de vie d'une personne. C'est-à-dire qu'une personne, la qualité le sens, la qualité de son existence ou la compréhension de certains événements, il faut toujours la remettre dans le contexte des événements. Nous sommes comme des poupées russes. Nous ne sommes pas des individus uniquement psychologiques, nous sommes aussi des individus sociologiques et des individus historiques. C'est-à-dire qu'il y a un emboîtement, nous pouvons vivre des événements personnels qui eux-mêmes sont inclus dans des événements familiaux, dans des événements de société ou dans des valeurs de société, et puis aussi dans la grande histoire. Certaines familles peuvent se faire impacter par une guerre, certaines familles peuvent se faire impacter par une crise économique. Et donc il y a un dialogue entre le psychologique et le contextuel. Et donc notre idée, c'était de pouvoir créer des lignes du temps contextuelles qui soient liées soit à des événements, en l'occurrence, prenons dans notre région la crise de 1929-1930, misère au borinage, ça peut concerner certaines familles, peut être intéressant pour les descendants qui veulent exploiter l'information sur la vie d'un aïeul, de comprendre dans quel contexte ça s'est joué. On a parfois des lectures qui sont tout à fait surprenantes, mais aussi de mettre en relation des lignes de vie avec d'autres lignes de vie. En l'occurrence, que s'est-il passé à ce moment-là dans la vie de mon père, par exemple, quand j'étais conçu, ou dans la vie de ma mère, et d'avoir donc une lecture comme ça dans le temps. Donc la ligne du temps permet aussi, évidemment, vous l'avez compris, d'échanger avec d'autres cette information, et aussi de la pérenniser sous d'autres formes qu'une forme informatique. Dans le travail de recherche qu'a effectué Michel Laurent, parce qu'en fait, Michel a fait son travail de fin d'études l'année dernière, pour devenir ingénieur polytechnicien sur le projet de ligne du temps, et donc il a fait un énorme travail de recherche. Et ce que nous avions constaté, en fait, c'est qu'il existe des lignes du temps, généralement elles ne sont pas contextualisées, mais surtout, on ne peut pas dire que le travail est perdu, mais il n'y a pas moyen généralement de l'exporter sur d'autres supports. Et donc, nous avons réfléchi à cette question en nous disant tout compte fait de partir sur des supports plus matériels, du papier par exemple, ou tout autre support pouvait être intéressant. Donc, vous avez là les principales, je dirais, caractéristiques du cahier des charges que nous nous sommes fixés.
Alors voilà la ligne du temps, à quoi elle ressemble pour le moment. J'ai eu l'occasion de faire un travail de mémoire sur un résistant qui... J'habite dans la rue Gabriel Autelet, ici à Louvain, près de Mons. Et j'avais été troublé par le fait que tous les signes commémoriaux de l'action de cet homme qui a été abattu le 6 juin 1944 juste devant chez moi était en train de disparaître. Et donc c'est à cette occasion que j'ai pu réellement commencer un travail de recherche d'informations auquel d'ailleurs j'étais très agréablement surpris. Certaines personnes du village ont participé activement, j'ai pu retrouver des photos extraordinaires, tout ça sur le web, vous tapez Gabriel Autelet, vous pourrez y arriver. On n'est pas là pour, je dirais, s'épancher là-dessus aujourd'hui, mais toujours est-il que pour le moment, cette ligne du temps ressemble à ça, mais ça, vous le verrez par la suite. Alors, je vous propose de voir un peu comment nous envisageons l'utilité de cette ligne du temps, et excusez-moi, je vais vous tourner le dos parce que je ne vois pas très bien sur mon PC. Dans le premier stade, qui est le stade de l'accompagnement de la fin de vie, tout d'abord, nous envisageons l'utilisation de cette ligne du temps comme un lien entre l'agonisant, le malade, le patient, sa famille et les soignants. Je crois que ça peut être un objet de transition qui va permettre une communication justement autour du fait de se raconter. Et de se raconter à ses soignants, de se raconter à la famille, mais aussi dans le cadre de cette contribution et de cette communauté qui peut se mettre en place autour de la personne en fin de vie, dans une dynamique justement de partage des mémoires. Ce processus va permettre aussi à la famille de se mettre au travail dans une anticipation du deuil. Pour la personne en fin de vie, ce sera la possibilité de prendre le temps de réfléchir à sa vie, peut-être d'entrer dans un processus d'acceptation, puisque nous avons parlé justement de cette phase ce matin, nous avons parlé à la fois de l'euthanasie et de l'acharnement thérapeutique. Mais une fois de plus, et ça vous l'avez compris ce matin, ce qui est essentiel, c'est que cet outil, en fait, c'est un outil prétexte pour qu'il y ait de la parole. C'est pour que les gens puissent parler ensemble. La contextualisation va permettre, et ça nous l'avions fixé comme étant un des critères avec Vincent et son équipe, d'insérer la vie dans un continuum inter- et transgénérationnel. C'est-à-dire que les stades prochains d'outils vont permettre d'insérer une ligne de vie dans un arbre généalogique qui sera représenté sous forme de ligne du temps, où la vie du défunt pourra être articulée à la vie de sa descendance, mais aussi de son ascendance. Et aussi dans des contextualisations qui sont des contextualisations historiques ou sociologiques. Et donc tout ce processus, en fait, est un processus qui peut permettre aussi de discuter, de prendre des décisions, et surtout de relayer et de transmettre tant que nous sommes vivants, pour qu'une information ne se perde pas. Nous l'avons entendu ce matin, les 3 jours consacrés à l'organisation des funérailles sont parfois 3 jours difficiles pour les officiants, qui ont pour mission de collecter auprès d'une famille qui est en souffrance suffisamment d'informations que pour créer un protocole qui puisse faire sens pour la famille, avec les critères dont nous avons parlé, que la famille devienne actrice de la situation. Et donc là, nous pensons aussi que cet outil va permettre d'organiser beaucoup plus rapidement et de collecter beaucoup plus rapidement de l'information, d'autant plus que l'on pourrait imaginer, lorsque nous avons eu des réunions avec les conseillers moraux, avec Vincent et les équipes, on a eu à faire une réflexion qui disait, mais est-ce que vous croyez qu'en 3 jours, on puisse récolter suffisamment d'informations pour avoir quelque chose de suffisamment dense pour raconter une histoire de vie? Et nous avions répondu à cette question qu'il n'y a pas que les informations familiales qui peuvent fonctionner dans ce contexte, mais qu'on peut très bien, pour raconter une histoire de vie, se servir des documents qui ne sont pas des documents familiaux, mais des documents contextuels. Si je prends un exemple, mon grand-père ici dans la région fait du cyclisme, j'ai une seule photo, rien ne m'empêche d'essayer de retrouver d'autres documents sur le cyclisme dans les années 30 dans la région pour étoffer un petit peu cette information.
Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la ligne du temps va faciliter une collecte rapide et l'organisation chronologique de la biographie du défunt. Et nous pouvons aussi imaginer que nous puissions insérer préalablement pour les officiants, en fonction d'un protocole, et on incite, c'est Marie-Louise Van Nieuwenhuis, je pense, c'est Marie-Louise son prénom. Anne-Louise, pardon, excusez-moi. Anne-Louise a bien insisté sur l'importance de personnaliser le rituel. Mais on peut quand même imaginer que des outils soient préinstallés et qu'ils puissent, à la demande de la famille, venir alimenter cette ligne du temps dans un objectif rituel. Mais ce qui me paraît fort important, c'est le dernier des points, c'est ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est qu'on a aussi l'occasion extraordinaire de créer une cérémonie qui est en fait un appel à la collecte d'informations. Comme je vous l'ai dit, au moment des funérailles, il y a parfois des temps morts, et je présume que, comme moi, vous avez déjà mangé votre sandwich jambon fromage pendant que quelqu'un était en train de se faire incinérer. Ça dure 2 heures, il ne se passe rien. C'est un moment protocolaire que l'on perd et que l'on pourrait très très bien utiliser pour créer une cérémonie. D'abord déjà un premier récit de biographie du défunt, mais aussi surtout de faire un appel à la collecte d'informations. Imaginons que nous soyons ici dans un crématorium, je pourrais très bien, très facilement vous dire voilà, il y a une adresse. Si vous possédez ne fût-ce qu'un souvenir, un témoignage que vous pouvez enregistrer avec une webcam, puisque c'est multimédia, avec un petit texte, ou si vous possédez une photo, même un objet que vous voulez photographier, eh bien, faites-en don à la famille. Et puis, la famille décidera ou non d'utiliser cette information. Nous vous parlerons des niveaux de confidentialité un peu plus tard. Troisième stade, donc, accompagnement du travail de deuil. C'est le moment où, justement, il y a ce partage de mémoire, cette collecte d'informations qui va s'installer sur la ligne du temps au fur et à mesure des apports. Nous avons pensé que, justement, pour des raisons de confidentialité et du choix de chaque famille, qu'il fallait que cet outil puisse être utilisé par des personnes qui soient garantes de la discrétion. D'abord, je crois qu'on peut donner toute forme d'information. Ce qui est important, c'est qu'on n'est pas obligé de tout publier et de publier tout à tout le monde. Donc là, on a eu une réflexion par rapport à ces niveaux de confidentialité, si j'arrive à le dire. Et donc, nous pensons qu'il faut qu'il y ait des garants, et ce que nous avons momentanément appelé un family master. Le site que je vous ai montré tout à l'heure sera un site d'hébergement pour les personnes qui souhaiteront ou pas, une fois de plus, la liberté sera laissée à chacun, de publier et de rendre public à des niveaux différents de confidentialité cette ligne du temps. Il y aura donc un hébergement et nous sommes très très prudents sur la qualité éthique justement de la pérennité de la conservation de l'information. Ça, ce sont des choses techniques auxquelles nous réfléchissons pour le moment et qui sont importantes. On peut très bien imaginer, en plus des accompagnements moraux qui seront nécessaires à chaque étape du processus, d'avoir des aides, qui soient des aides un peu plus technologiques. Les personnes âgées qui possèdent des documents ne sont pas nécessairement capables de les scanner ou de les transférer, bien qu'actuellement, dans les familles, la plupart des papiers des mamies ont des neveux, des nièces ou des petits-enfants des enfants qui sont tout à fait capables de faire ça, mais je crois qu'il faut envisager cette possibilité, ce qui signifie qu'autour de cet outil, on peut générer quand même pas mal d'activités. Et donc, à la fin de cet accompagnement du deuil, eh bien, le récit de vie qui va se construire va devenir en quelque sorte le support qui, à un moment, et une fois de plus, j'insiste sur la décision des gens qui sont concernés, rien n'est fixé dans le temps, le processus peut prendre le temps qu'il prendra ou pas. Nul n'est obligé justement de clôturer quoi que ce soit. C'est d'envisager donc une cérémonie de clôture du deuil qui pourra être supportée par une fonction qui était installée sur l'outil, qui est en quelque sorte une interface, une visualisation qui est commémorative. La cérémonie peut s'envisager comme étant un récit de vie, qui est une biographie complète du défunt, et qu'ensuite cette biographie puisse être exportée sur différents supports qui pourront être partagés. Ensuite, si la famille le souhaite, elle pourra rendre public
cette ligne du temps, puisque de toute façon, une biographie, quelle différence entre une biographie multimédia et une biographie qui est publiée dans un bouquin? C'est exactement la même chose, si ce n'est que quelqu'un a autorisé ou a décidé de publier cette biographie. On pourra envisager la contextualisation et les relations généalogiques. Enfin, une autre idée, de pouvoir, au départ de ce qu'on appelle des QR codes, rendre l'accès à la lecture des biographies, je dirais au départ de différents sites qui peuvent être des lieux physiques comme mémoriels. Ça peut être un lieu où, par exemple, des personnes qui ont été impliquées dans un événement collectif, dramatique, peuvent très bien avoir une stèle sur laquelle on peut scanner un QR code qui vous ramène à l'histoire de la vie de la personne. Je pense que plutôt qu'à un long discours, maintenant je vous ai brossé un peu l'utilisation dans les 4 phases, que le mieux c'est d'illustrer ça par des situations. Donc voilà, ça vous l'avez sous les yeux, donc voilà, sous forme, je dirais, plus graphique, ce que va permettre de faire la ligne du temps. Et donc voici une grand-mère qui a décidé de se mettre au travail pour partager ses documents familiaux. Et l'idée que nous en faisons, c'est que cet outil informatique n'est pas un outil informatique froid, et que c'est quelque chose qui va mettre les gens en relation et permettre à des personnes peut-être plus âgées de discuter avec leurs petits-enfants, leurs enfants, de l'histoire de leur vie, tout en léguant leurs documents. Pour les personnes qui sont dans l'institution, gériatrie ou dans des maisons de repos, le fait de créer une communauté via le web, vu que l'outil est prévu pour être utilisé par quelque chose de très portable qui est une tablette, l'idée c'est de peut-être rompre aussi l'isolement de cette personne par rapport à la famille. On a parfois des gosses maintenant avec le monde qui change, qui habitent à l'étranger, qui sont loin des personnes institutionnalisées, et que cette communauté peut créer du lien via le web et via l'apport justement d'informations, de souvenirs, d'anecdotes qui va aider la personne à construire sa vie, à en parler à ses soignants et aux personnes qui s'occupent d'elle. Soins palliatifs, c'est la même chose, c'est toute la question justement de l'élaboration de la fin de vie. Je sais qu'il y a des personnes qui travaillent dans ce champ-là. Évidemment, nous en avons parlé avec Michel Trick, mais nous sommes très très preneurs de vos réactions, y compris de vos commentaires et de vos critiques par rapport à ce que nous avons imaginé, parce que rien n'est fixé. Comme nous vous l'avons dit tout à l'heure, cet outil, c'est en fait un outil prétexte aussi à pouvoir se dire au revoir, ce qui est un processus fondamental. Je ne reviendrai pas sur cette théorie pour la santé mentale des lignes. L'outil va être aussi un outil de lien entre les différentes questions que se posent les familles, les patients et les soignants. Et comme vous l'avez vu dans la présentation juste avant, eh bien, ça va permettre pour la famille de commencer un processus de deuil et de parler de la fin de vie avec le malade. Voilà, pas de commentaire particulier. Je crois que vous pouvez lire aussi cette dia qui met en situation en fait les différentes fonctionnalités de l'outil de façon plus vivante peut-être. Au moment des funérailles, des moments non pas de temps mort, mais des moments hors sens peuvent devenir des moments pleins de sens qui initient le processus pour permettre l'élaboration du défunt. Et ici donc, nous avons voulu illustrer l'utilisation des QR codes en disant que le fait de pouvoir repérer via des outils que de plus en plus de personnes possèdent la possibilité, somme toute, d'avoir accès à l'histoire d'une vie sur une tombe. Qui était ce personnage? Sa famille a peut-être voulu le commémorer en réalisant une ligne de vie. C'est à la famille de décider. C'est la famille qui décidera ou pas si elle veut rendre publique cette information. Et voilà, de permettre à des personnes d'accéder, pour les gens qui sont fiers des membres de leur famille, à l'histoire de vie. Voilà. Et donc cet outil va se présenter évidemment sous forme d'un
d'un site et d'une application. Et je crois que je vais passer la parole à Michel Laurent qui va nous faire sa petite démo. Voilà Michel, c'est à toi. Vous allez voir des choses très simples, mais je peux vous dire que cet homme est en train de bosser pas mal. Il a mauvaise mine d'ailleurs. Depuis, on fait du développement, on fait du coworking depuis pas mal de temps dans mon cabinet, comme j'ai 2 locaux, et je peux vous dire que ça paraît très simple. Je n'imaginais pas que j'allais le faire souffrir comme ça, mais en élaborant cette idée, parce que ça paraissait simple, mais il y a des lignes de code, il y a vraiment un boulot de développement gigantesque. C'est une usine à gaz. Merci Pierre. Alors en fait, c'est vrai que ça a pris pas mal de temps depuis qu'on travaille sur Comemoria, mais il y a eu une réflexion très longue sur tout l'aspect fonctionnel, comme Pierre en a parlé, mais également sur tout l'aspect technique et technologique de l'utilisation de l'outil. Et le but qu'on voulait aussi, même dans ce premier produit qui est très simple, c'est d'avoir vraiment une bonne structure et qu'on puisse l'améliorer en fonction de vos retours. Donc tous vos commentaires sont les bienvenus pour améliorer l'outil. Alors la première chose qu'on peut voir à l'écran, c'est l'espace de mémoire. Donc c'est le lieu par lequel on pourra accéder aux différentes biographies des personnes, si la famille le souhaite. Alors en fait, c'est surtout un support qui permet d'y accéder à une ligne du temps, mais il y a un autre moyen, comme Pierre a parlé, c'est les QR codes. Alors je vais mettre un peu la contribution. Il va maintenir le QR code, donc c'est une stèle en fait, qui représente une URL. Et avec l'iPad ou un smartphone, je vais scanner le code et je vais directement accéder à la ligne du temps. Est-ce que tout le monde sait ce qu'est une URL? Donc en fait, celui qui s'occupe de l'URL, c'est l'urologue. Donc en fait, une URL, c'est simplement un lien Internet. Après, il s'est trouvé dans du Findus, alors ça a été beaucoup moins. Je vous promets qu'en question finale, c'est un peu compliqué. Donc en fait, ce que je étais juste en train de faire, c'était technique, c'était juste pour vous projeter ce qu'il y a sur la tablette. Et donc je vais simplement lancer un lecteur de QR code qui se trouve, c'est une petite application qui n'a pas été développée par moi. Et donc qui permet simplement de scanner ce code et d'accéder à la ligne du temps. Voilà, et donc on arrive sur la ligne du temps de Gabriel Audet, qui a pu être alimenté par sa famille, ou par toutes les personnes qui l'ont connu. Et donc, sur cette ligne du temps, en fait, on retrouve différents événements de sa vie, à laquelle on a ajouté des éléments multimédia, comme par exemple des vidéos qui sont sur YouTube, et donc qui peuvent être lues directement, soit quand on rentre chez soi, si on a noté
l'URL raccourci. Donc c'est un petit code très simple. Par exemple, ici, il suffit de taper Gabriel Hotelet sur le site de l'école mémoriale. Et on accède directement à la ligne du temps parce qu'il n'y a pas encore le Wi-Fi partout et que la connexion mobile est assez chère. Donc ça, c'est une des contraintes techniques pour l'instant. Mais dans l'évolution de l'outil, ce qu'on va prévoir, c'est d'avoir une application qui permette de directement scanner le QR code, l'enregistrer dans l'appareil et puis d'accéder plus tard à la ligne du temps. Cette ligne du temps, on pourra bien entendu également la partager, mais également proposer, donc, si on a des éléments de mémoire, simplement en laissant son adresse email à partir en cliquant sur enrichir la biographie en haut. Simplement laisser son adresse email et puis le Family Master là, reprendra contact avec la personne et donnera éventuellement l'accès où on insérera directement, on rédigera l'élément de mémoire qu'on veut apporter et le Family Master ou la famille décideront de la publier sur la ligne du temps. Voilà, ça c'est un des premiers outils qui permettront de partager les mémoires. Alors maintenant, comment créer cette belle chose et comment l'utiliser lors d'une cérémonie? Pour ça, en fait, je vais raconter une petite histoire. On va supposer une personne, Albert Renault, qui est né en 1907. Et finalement, pour raconter sa vie, on a besoin que de très peu d'éléments pour y apporter du sens. On peut penser qu'il est né, par exemple, à Mons en 1907, qu'il avait des frères, que son père a été tué sur le front de l'Isère, qu'il a donc vécu la guerre des tranchées. En 1923, Albert Renault est rentré à l'usine. Il a fait du football à Mons. En 1929, il s'est marié. Comme Pierre a évoqué tout à l'heure, les grèves dans le Borinage en 1932, il les a vécues. Son frère s'est marié en 1933. En 1940, l'Allemagne nazie envahit la Belgique. Et en juin de la même année, il quitte la Belgique pour le sud de la France. Et donc finalement, avec ces quelques éléments, très rapidement, on peut raconter l'histoire de cette personne. Alors maintenant, je vais vous montrer quelques illustrations de l'application en elle-même. Pendant que Michel prépare sa démo, un petit mot sur l'histoire de Gabriel Hotelet. Comme vous l'avez vu, il y avait des vidéos sur YouTube et c'est absolument extraordinaire. Donc moi j'ai fait une expérience en réel d'essayer de retrouver de l'information sur cet homme. Comme vous avez pu le constater, les gens du village sont venus m'apporter des photos du cadavre qui avait été d'abord exposé par les nazis pendant 24 heures. Les gens l'ont nettoyé, ils l'ont photographié, c'est devenu vraiment une icône de la... Et toutes ces informations étaient en train de se perdre. C'est ça qui est quand même très intéressant dans ce travail de mémoire, c'était en train de disparaître. Et donc j'ai retrouvé les anciens du village, vous avez vu la vidéo, c'est un agriculteur. J'ai retrouvé la personne qui avait caché les armes de Gabriel Hotelet en 1944. Et donc sur le web, vous avez toute une histoire. Et les descendants, ayant entendu parler du travail, un de ses petits cousins a fait tout un travail de mémoire avec un film, comme vous pouvez voir sur le web et qui sont à la ligne du temps. Donc ça a vraiment, comment dirais-je, initié des énergies, une mise au travail de plusieurs personnes et des contributions. Voilà, alors pour revenir à Comemoria, en fait, dans le stade actuel, c'est une application Internet qui se lance donc dans un navigateur Internet, que ce soit sur tablette ou sur PC, sur Mac. Et l'inconvénient, c'est que ça nécessite d'avoir une connexion Internet à disposition. Et donc, dans une version future, probablement d'ici fin de l'année, on aura une autre version de l'application directement intégrée à la tablette. Et ce qui permettra de ne pas être dépendant de la connexion Internet pour créer des événements, mais également pour réaliser la cérémonie.
Donc ici, j'ai une icône Commemoria qui va me lancer directement l'application. Je vais devoir me connecter. Alors dès qu'on se connecte, donc on arrive sur la page d'accueil du logiciel, on a un rappel de la mission, en fait, des fonctionnalités de Commemoria, comme on peut les voir, Pierre en a également parlé. Et on voulait surtout que c'est que, par cette approche, c'est que les gens qui arrivent sur Commemoria voient à quoi ça sert. Et donc on n'est pas sur un Facebook, un Twitter, où simplement il y a toute une philosophie derrière le produit. Et donc c'est important de le savoir pour l'utilisation qu'on en fait. Alors pour se connecter, il suffit simplement d'entrer son adresse email et un mot de passe. Là évidemment il y a tout un système de sécurisation et de restriction des accès. Donc soit on pourra apporter directement de l'information et puis cette information sera filtrée par le Family Master, soit le Family Master fait confiance à la personne qu'elle connaît, entre guillemets, ou la famille connaît, et c'est de l'information qui va être publiée et pertinente et donc on peut donner un accès à la ligne du temps. Au sein de la ligne du temps, finalement, on se compose d'événements et au niveau de chaque événement, mais également des éléments contextuels qu'on y apportera, des éléments multimédia, on pourra définir un certain nombre de critères d'accès, soit par groupe, soit par personne. Parce qu'il y a parfois certains événements qui doivent être limités à juste quelques amis très proches et finalement qui ne doivent pas être publics. Voilà, donc une fois qu'on se connecte, on arrive sur la première page où on retrace, on voit toutes les lignes du temps qui existent, qu'on a déjà fait au sein de l'application. Je propose de faire celle d'Albert Renault. Alors pour créer une ligne du temps, vous voyez, j'ai un petit bouton, et puis qu'est-ce que je dois lui donner? Le nom de la ligne du temps. Donc je vais taper le nom, Albert Renault. Une petite description, mais qu'on n'est pas obligé de remplir. Et puis finalement une photo. Alors pour l'instant c'est simplement une image qui est sur internet, mais après on pourra bien sûr donc envoyer directement, prendre des captures avec la tablette ou avec un smartphone, mais également les envoyer par email. Donc même si on a, parce que c'est parfois difficile d'avoir accès via la tablette à certains fichiers, donc simplement en envoyant un email à une adresse générique, il y aura une reconnaissance de la personne qui a envoyé si elle est membre de la communauté et elle a la photo dans un dossier personnel et puis il y a juste à faire la sélection. J'ai ici dans le fond la ligne du temps d'Albert Renault, donc que je peux créer. J'ai triché un peu, j'ai déjà encodé quelques événements pour que ce soit moins long. Donc finalement, pour encoder un événement, j'ai aussi le même principe d'une petite fenêtre qui apparaît, où je dois mettre simplement la date de l'événement, un titre, une petite description, et puis je pourrais rajouter des événements. Ça, c'est le même principe, donc je ne vais pas le faire. Finalement, après ces événements, qu'est-ce qu'on pourra en avoir? Une présentation sous forme de la ligne du temps, du lieu de mémoire, comme on l'a vu tout à l'heure, mais également une autre présentation plus sobre, dans laquelle on aura filtré les événements. Donc on n'est pas obligé d'utiliser tous les événements qui ont été publiés pour faire un récit de vie. Et donc on a une vue cérémonie, c'est plus cérémonial, très sobre, qui peut servir de support à la présentation, qui met en évidence les éléments multimédia qu'on a insérés dans la ligne du temps. Et donc c'est vraiment, on va se balader
en racontant une histoire, ici celle d'Albert Renaud. Et comme on peut le voir, on peut utiliser par exemple lorsque son père est tué dans la guerre des tranchées, on peut utiliser une image qu'on a simplement été recherchée sur Internet, qui n'est pas celle du père du défunt, mais qui va simplement illustrer le contexte dans lequel ça s'est passé. On peut également insérer des vidéos pour cette cérémonie. Ici, c'est une première vue de l'interface. Bien sûr, ça peut être amélioré, donc si vous en avez d'autres suggestions pour améliorer cette interface, elles sont les bienvenues. Comme je l'ai dit, c'est assez flexible. Et donc, on peut vraiment, en se basant sur les événements, les mettre en forme de n'importe quelle manière. Et on peut également personnaliser cette mise en forme. Donc, par exemple, aux couleurs de Picardie laïque, comme on peut le voir ici avec le logo de Picardie laïque, mais c'est une première version, on a juste changé les couleurs. On peut très bien imaginer mettre des images de fond. On peut également faire un support de cérémonie tout à fait personnalisé, et donc comme on a parlé ce matin des choix musicaux, il pourrait très bien être intégré au sein de l'animation. En fait, si on veut, le principe, c'est qu'on va finalement, pendant les 3 jours ou avant, créer une série d'événements, puis en sélectionner quelques-uns et faire de cette manière, un peu de manière automatisée, un PowerPoint pour ceux qui savent. C'est un outil de présentation, donc finalement qui va de manière automatisée